Notre système de retraite ne va pas rester tel quel bien longtemps. Le Conseil d'orientation des retraites s'inquiète de son équilibre financier et de son équité sociale. Patronat et syndicats négocient les retraites complémentaires et un comité de 10 sages vient d'être installé pour réfléchir à une réforme systémique. Le gouvernement socialiste ne pourra donc pas éviter des arbitrages sur cette question épineuse. Pour parler de toutes ces perspectives, Xerfi Canal reçoit Jean-Olivier Ayrault, professeur d'économie à Paris 1, à l'École d'économie de Paris et auteur de Vivre et travailler plus longtemps. La retraite, à quel âge? Jean-Olivier Ayrault, bonjour. Bonjour. Alors, il y a déjà eu une réforme en 2010, après celle de 1993 et puis celle de 2003. Est-ce que ça veut dire que nous sommes condamnés à une réforme permanente du régime des retraites? On est condamné à réformer notre système de retraite, à l'amener à une situation pérenne qui permet effectivement d'avoir un système de retraite par répartition qui soit financé. Donc on a eu effectivement ces trois réformes. En fait, fondamentalement, on a eu deux réformes. La réforme de 93 et la réforme de 2003, c'était des réformes assez équivalentes. La première pour le système privé, le secteur privé, la deuxième pour le secteur public, qui ont plutôt cherché à augmenter la durée de cotisation et ont désindexé les retraites par rapport au salaire. Donc sur la durée de cotisation, on est passé de 37 ans et demi de cotisation à 40 années. Donc on pouvait se dire qu'on allait augmenter l'âge de la retraite. Donc c'est une forme d'efficacité. 2 ans et demi, c'est beaucoup. Sauf qu'on était dans un système précédemment où on surcotisait. Pour prendre un exemple très clair, si on a un âge d'entrée dans la vie active de 20 ans, si 37 ans et demi de cotisation nous emmène à 57 ans et demi, eh bien l'âge de retraite à 60 ans légal, l'âge à partir duquel on peut partir à la retraite, faire valoir nos droits, eh bien nous emmenait forcément à 60 ans. Donc lorsqu'on est passé à 40 ans, progressivement, eh bien finalement on est resté à un âge de la retraite proche de 60 ans de façon effective. Donc il était assez logique que cette double réforme 93-2003 ne soit pas efficace en termes d'âge de la retraite. Donc on a cette façon un peu épongé notre système qui surcotisait pour l'amener à un système effectivement qui maintenant, par rapport à une réforme supplémentaire, peut effectivement prolonger l'âge de la retraite. Alors venons-en au cœur de votre propos sur les trois options généralement avancées pour rééquilibrer le régime de retraite: augmenter les cotisations, baisser les pensions ou rallonger la durée de vie au travail. Vous préférez nettement la troisième option. Je crois que les deux premières sont assez équivalentes finalement. Il faut bien avoir en tête que soit on augmente les taux de cotisation, donc on baisse le niveau de vie des Français lorsqu'ils travaillent, soit on baisse les pensions, et dans ce cas-là on baisse le niveau de vie lorsqu'ils sont à la retraite. Donc on voit bien que c'est une baisse du niveau de vie. Et puis de l'autre côté, il y a une augmentation de l'âge de la retraite qui passe par plus de travail, mais qui permet de maintenir le niveau de vie. Donc je pense que ce qui est important de bien comprendre, c'est que si on baisse le niveau des pensions, donc baisse du niveau de vie des retraités, d'une certaine façon, c'est quelque chose d'assez antagoniste avec l'idée même d'un système de retraite par répartition, qui devrait permettre finalement de maintenir notre niveau de vie. Donc si on baisse le niveau des pensions, eh bien, on risque d'assister à quelque chose d'assez classique, c'est que le fait que les Français se mettent à substituer la retraite par répartition en passant à un système par capitalisation individuelle. Bon, donc nous n'échappons pas à l'alternative simple. Plus d'inactivité, c'est forcément moins de niveau de vie, que l'on soit dans un régime collectif d'assurance ou qu'on soit dans un système de protection individuelle. Non, ça, je crois que c'est une idée très, très importante. On a souvent l'impression que le système de répartition nous protégerait contre cette baisse du niveau de vie face à l'augmentation de l'espérance de vie. Je crois que ça, c'est une idée qu'il faut vraiment combattre. Il faut vraiment réfléchir de façon très, très simple, et le système de répartition est confronté à cette idée très simple. Plus d'espérance de vie, c'est plus de vie entre 80 et 90 ans, pas entre 30 et 40 ans, bien évidemment. Donc entre 80 et 90 ans, il ne s'agit pas de travailler entre 80 et 90 ans. Donc ça sera des années effectivement d'inactivité où on ne produit pas, on n'a pas de revenus. Donc forcément, à l'âge de la retraite donné, eh bien, il faut transférer des revenus de l'activité, soit individuellement, soit collectivement, mais globalement, il faut transférer donc ces revenus de l'activité vers ces périodes d'inactivité. Donc à l'âge de la retraite donné, effectivement, ce qui compte, eh bien, c'est ce temps d'activité par rapport au temps de vie global, et ce temps d'activité par rapport au temps de vie global va baisser, et inéluctablement, on aura une baisse du niveau de vie. On peut prendre un exemple très, très simple. Si on a des Français qui gagnent en moyenne à peu près 1 500 € par mois, eh bien, si on est
dans la situation actuelle où on travaille 40 années, entre 20 et 60 ans en moyenne, on a une espérance de vie à la retraite de 20 années, eh bien ce temps d'activité sur le temps de vie qui est donc ici de 40 sur 60, donc c'est effectivement 2 tiers. Ces 2 tiers multipliés par ce salaire de 1 500 € nous donnent 1 000 €, et ces 1 000 € sont en moyenne notre niveau de vie. Donc si on passe maintenant effectivement à 30 années de vie à la retraite, entre 60 et 90 ans à l'horizon de 2050, ce temps de vie, d'activité sur le temps de vie va diminuer et c'est de facto une baisse de notre niveau de vie en moyenne. On ne peut pas échapper à cette règle simple qui est une façon qui nous oblige à transférer des revenus vers la période d'inactivité. On peut le faire de façon collective, en prélevant sur les ressources des actifs, c'est le système de retraite par répartition. On peut le faire au niveau individuel en épargnant, et donc en prélevant nous-mêmes nos propres ressources d'activité vers la période d'inactivité. Mais fondamentalement, c'est la retraite, un prélèvement sur la période d'activité vers l'inactivité. Et ça, vous nous dites que les Français ne l'ont pas vraiment compris, pas vraiment assimilé. Je vous cite page 75. Les Français semblent parfois refuser de reculer l'âge de leur retraite, mais c'est toujours dans l'illusion d'une solution miraculeuse qui n'existe pas. Je crois que les Français sont pas. Je crois que c'est plus les responsables politiques au sens large qui sont responsables de pas assez de pédagogie, de faire croire qu'on peut échapper à cette arithmétique de base. Et je crois que les Français, lorsqu'ils seront confrontés très concrètement d'ailleurs à ce choix de l'âge de la retraite, savent calculer combien va être leur pension en fonction de leur durée d'activité. Donc je pense qu'il y a collectivement une illusion. Une solution miracle qui serait possible d'atteindre et je pense que les responsables politiques et syndicaux, donc politiques en général, sont responsables de cette situation beaucoup plus que les Français. Et vous nous dites aussi que l'alternative retraite par répartition, retraite par capitalisation, qui a focalisé tout le débat au cours des 10 dernières années, finalement est assez secondaire par rapport à cet enjeu. Je pense que si l'enjeu est le niveau de vie, et je pense que l'enjeu essentiel, je pense qu'on commence à s'en rendre compte, dans le débat sur les retraites, la retraite sur les complémentaires, on voit bien qu'on va peut-être sûrement rogner sur le niveau de vie des retraités, on va augmenter les taux de cotisation également, donc on sent bien qu'on va rogner sur le niveau de vie globalement des Français. Donc je pense que c'est l'enjeu essentiel et comme je disais tout à l'heure, la retraite par répartition ou capitalisation est confrontée au même problème. Alors évidemment, il y a le niveau, le rendement du système de retraite qui n'est pas le même, on le sait, d'un côté, la retraite par répartition, plutôt le rendement de la masse salariale, les gains de productivité, le rendement démographique, de l'autre côté, le rendement des marchés financiers. Donc il peut y avoir effectivement des zones de fragilité, des zones de risque plus grandes du côté de la capitalisation, mais quoique du côté de la répartition, on voit bien que des systèmes publics peuvent s'effondrer, la dette peut ne pas être honorée. Donc on a des rendements et des risques associés différents, mais ces deux systèmes fondamentalement sont confrontés à ce problème de l'espérance de vie qui augmente et donc sont confrontés au problème du niveau de vie et du temps passé à travailler par rapport au temps de vie. Alors revenons-en au bilan des réformes précédentes. Clairement, la réforme de 2003 semble avoir votre préférence. Bien, la réforme de 2003, tout à l'heure, elle ressemblait beaucoup à la réforme de 1993 puisqu'elle a augmenté la durée de cotisation, comme en 1993, mais pour le secteur public. Donc, de certaine façon, c'était le prolongement, de ce point de vue-là, de la réforme de 1993. Elle a aussi désindexé les pensions par rapport au salaire. Ça, c'est un point très important, puisque là, on a eu, de certaine façon, fait passer dans la réalité future, qu'actuelle, le fait que les retraités vont avoir un niveau de vie qui va décrocher par rapport aux salariés. C'est un point très important, puisque il ne faut pas oublier quand même que lorsque les salaires vont continuer à croître au rythme de la productivité, les pensions restent bloquées. Donc on voit bien par rapport à une taille du gâteau qui augmente, la taille, il reste ce que peut s'octroyer, ce qu'on donne finalement aux retraités va diminuer. Donc ça, je crois qu'on n'en a pas assez pris conscience au moment de 1993, au moment de 2003. Donc on a une réforme 2003-1993 assez équivalente, sauf que en 2003, quelque chose est passé relativement inaperçu, en tout cas dans le débat public, c'est l'instauration, quelque part, de la retraite choisie. La retraite choisie par l'instauration des décotes et des surcotes. Vous insistez beaucoup sur cette idée, le fait que la retraite soit choisie, ce soit un arbitrage individuel. Je pense que ce qui est important, c'est de laisser la possibilité. On vient à plusieurs reprises, j'ai dit finalement qu'il y avait ce choix entre, finalement, d'un côté, la baisse du niveau de vie, en laissant inchanger son temps de travail, et de l'autre côté, augmenter son temps de travail qui permettait de maintenir son niveau de vie.
quelque part, voilà, les Français peuvent avoir des préférences un peu différentes par rapport à cette question. Donc il est important de laisser à la marge du système, au moment du choix de l'âge de la retraite, cette possibilité de choisir. Alors ça, le système de décote sur cote le permet dans le système actuel. C'est 2003 qu'il avait vraiment instauré, dans le sens où, avant 2003, lorsqu'on choisissait de travailler après l'âge du taux plein, le temps, la durée de cotisation normale, qui était, disons, de 40 ans, qu'on a instauré à 40 ans à partir de 1993, eh bien, cet âge du taux plein, après l'âge du taux plein, tout temps de travail supplémentaire ne donnait pas lieu droit à des pensions supplémentaires. Donc évidemment, les Français justement savent calculer et ils ne prolongeaient pas au-delà de l'âge du taux plein, sauf catégorie très exceptionnelle, les professeurs d'université qui voulaient rester à travailler même en donnant presque de l'argent. Mais ça reste une catégorie très exceptionnelle. Donc le Français qui travaille, Français moyen, eh bien, choisissait de ne pas travailler de façon supplémentaire, enfin d'années supplémentaires, parce qu'il n'y avait pas de surcote, de pension majorée lorsque, effectivement, on travaille un temps supplémentaire. Donc là, on voit bien que depuis 2003, il y a cette possibilité, soit on part à l'âge du taux plein et on a la pension qui est effectivement donnée lorsqu'on atteint cette durée de cotisation normale, ou alors on a maintenant depuis 2003, et ça a été augmenté ensuite, 5% de pension supplémentaire par année supplémentaire d'année de travail. Donc là on voit bien que les Français peuvent calculer, d'un côté, est-ce que je continue à travailler, j'ai plus de pension, donc j'augmente mon niveau de vie, ou alors je garde mon âge de la retraite à l'âge du taux plein, et dans ce cas-là j'ai un niveau de pension normal. Et je peux même faire un choix qui est plus dans le sens de plus d'inactivité, en partant à la retraite avant l'âge du taux plein, mais dans ce cas-là, évidemment, j'ai une décote, donc un niveau de pension plus faible. Donc 2003, de ce point de vue-là, a instauré cette idée d'âge de retraite choisi dans le système actuel. Et les Français, très concrètement, on n'a pas assez, je dirais, communiqué sur ce point. Il y a à peu près un tiers des Français qui ne partent plus à l'âge du taux plein. À peu près un peu moins de 10% avec des décotes, mais pas loin d'une quinzaine de pourcents, autour de même 18%, avec des surcotes. Donc dans ce choix, finalement, lorsqu'on laisse parler les Français, je dirais, voter avec leurs pieds, eh bien, on observe plutôt qu'ils choisissent le niveau de vie plutôt que, je dirais, l'inactivité. Et on voit d'ailleurs la durée de travail, enfin de vie au travail augmenter assez significativement ces dernières années. Alors, elle a augmenté parce que l'âge, effectivement, la durée de cotisation a augmenté. Donc, pour atteindre le même niveau de pension, eh bien, on doit travailler plus, pour ceux en tout cas qui devaient travailler plus qu'au-delà de 60 ans. Et puis, effectivement, certains ont choisi de travailler plus pour gagner plus. Alors vous tordez aussi le cou à l'idée selon laquelle cet arbitrage n'existe pas ou n'est pas possible. Certains évoquent le faible taux d'emploi des seniors et disent en quelque sorte que ça témoigne à la fois soit du refus des salariés, soit des entreprises ou du manque d'intérêt des entreprises pour prolonger la vie au travail de leurs salariés. Oui, donc ça c'est vraiment un point très très important parce qu'à chaque moment effectivement des réformes des systèmes de retraite, du système de retraite, on a toujours eu ce débat et à juste titre d'une certaine façon sur le taux d'emploi des seniors. On veut bien augmenter, enfin on comprend, et il y a un certain consensus sur l'augmentation de l'âge de la retraite. Et puis, mais malheureusement, on serait confronté à un taux d'emploi des seniors très faible en France, donc qui de toute façon dénoterait une impossibilité à travailler plus longtemps. Alors ça déjà, il faut regarder concrètement les données, les chiffres. On a un taux d'emploi des seniors, c'est sur la tranche d'âge des 55-65 ans. Donc le premier constat que tout le monde pourrait faire et devrait faire, c'est que le taux d'emploi en France est faible dans cette tranche d'âge parce qu'il est très faible entre 60 et 65 ans. Donc autrement dit, on part à la retraite très tôt, 60 ans en moyenne encore, 61 ans maintenant. Donc évidemment, de facto, c'est plus d'emploi. Donc on choisit finalement de partir à la retraite. Et donc évidemment, le taux d'emploi chute très fortement. Donc on ne peut pas dire qu'on ne peut pas augmenter l'âge de la retraite parce que le taux d'emploi est faible. C'est parce que l'âge de la retraite est faible qu'effectivement, le taux d'emploi des seniors est faible. Donc ça, c'est vrai pour les 60-65 ans et que ça explique très majoritairement pourquoi le taux d'emploi des seniors en France est faible par rapport aux autres pays. Alors ce qui est vrai, et là, ça pose plus de questions, c'est pourquoi le taux d'emploi des 55-59 ans est faible. Parce que là, on pourrait se dire, il est faible à partir de 60 ans. On a mis un âge de la retraite en France de 60 ans parce qu'on a des difficultés à travailler, ce qui était le cas dans les années 70 en France. On a eu plein d'exemples historiques où on a dû effectivement faire partir les gens en pré-retraite. Est-ce que cette situation est générale ? Non, je ne le pense pas du tout. Je pense qu'on a
un âge entre 55 et 59 ans, un taux d'emploi qui est aussi relativement faible, c'est vrai. Mais s'il est faible, c'est d'abord parce qu'on a un âge de la retraite qui est faible. On a une proximité à l'âge de la retraite, ce qu'on appelle, on a travaillé beaucoup avec des collègues sur cette question, on a appelé l'effet d'horizon. La proximité de l'âge de la retraite crée des problèmes d'employabilité. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir la causalité. C'est l'âge de la retraite qui, lorsqu'il est proche, d'abord, il décourage tout effort de formation. On a besoin de formation en fin de vie active. Lorsqu'on est à 2-3 ans, est-ce qu'il va payer ? Qui va payer lorsqu'on va rester sur le marché du travail encore C'est tout le rendement de la formation qui est... Le rendement de la formation est très faible, oui. Mais plus généralement, le rendement même de la recherche d'emploi du côté des seniors est faible. Oui, ça marche des deux côtés. En fait. Des deux côtés. Et du côté aussi des licenciements, on a effectivement beaucoup plus de facilité à licencier quelqu'un qui est en fin de vie active et qui est très proche de la retraite. Donc quelque part, l'exemple que je prends toujours, on peut avoir le même âge en Suède et en France de 58 ans, mais ces personnes de 58 ans n'ont pas le même âge social, la même valeur sur le marché du travail, non pas parce qu'on est mieux formé en Suède, on a plus envie de travailler en Suède, le système social fonctionnerait mieux. Non, c'est simplement l'âge de la retraite en France est beaucoup plus faible qu'en Suède. Donc la distance à la retraite, en France à 58 ans est de 2 ans, en Suède elle est de 7 ans. Et cet horizon beaucoup plus long, effectivement, introduit effectivement beaucoup plus de possibilités de travail. Ce que vous nous dites, en fait, c'est que c'est le résultat d'une politique assez constante de la droite et de la gauche pour sortir les seniors du marché du travail, avec l'idée que l'on allait dégager des postes ou des places pour les nouveaux entrants, pour les jeunes en particulier. Ça a expliqué effectivement pour beaucoup le passage de l'âge de la retraite à 60 ans. Il faut se souvenir, bien sûr, c'était une avancée sociale. On se souvient finalement de cette idée de libérer les hommes du travail relativement tôt, surtout à une période où l'âge de la mort était beaucoup plus proche de 60 ans qu'elle n'est actuellement. Mais dans le débat, ce qui était très présent aussi, c'était le partage du travail intergénérationnel. C'est-à-dire qu'on voulait effectivement libérer des postes de travail pour les jeunes. Et cette idée, elle est très très vive en France. Alors, très vivace et encore. Et elle a expliqué aussi, au-delà de l'âge de la retraite, à 60 ans, elle a expliqué aussi le fait qu'entre 55 et 59 ans, on a toujours mis en place des systèmes de pré-retraite. Alors, des pré-retraites publiques qu'on connaît dans les années 70 et les années 80, face à l'ampleur de la réussite, quelque part, le succès de ces dispositifs, on est revenu en arrière, mais on a créé au même moment, dans le système d'allocation chômage, une allocation chômage des seniors très particulière, beaucoup plus généreuse. Oui, qui est équivalent, en fait, à un système de pré-retraite. Qui est un système de pré-retraite et qui explique, donc, de concert avec l'âge de la retraite relativement proche, le fait que le taux d'emploi des seniors en France, entre 55 et 59 ans, est très faible, relativement faible par rapport aux autres pays. Donc c'est plutôt le système, je dirais, public, à la fois les pré-retraites et l'âge de la retraite faible, qui explique que notre taux d'emploi entre 55 et 59 ans soit relativement faible. Donc il n'y a pas de raison, je dirais, qui tienne à l'employabilité, à la productivité, à des salaires qui seraient très élevés, à un problème de pénibilité particulière qui serait le propre de la France. Non, je pense que ce qui est particulier à la France, c'est un système qui a fait sortir et qui fait encore sortir, regardons dans la crise actuelle, qui fait encore sortir majoritairement les seniors de l'emploi. Alors à un moment où on évoque une nouvelle réforme systémique, je voudrais finir cette interview sur vos propositions. Vous faites 4 propositions clés à la fin de votre ouvrage. Alors par rapport effectivement à cette proposition, je mets pas, disons, je suis pas a priori contre cette réforme systémique, un système de passage par points, de compte notionnel. Je ne le mets pas non plus en avant parce que je pense qu'il ne résout pas le problème. C'est un système qui permettrait un peu plus d'équité, un peu plus de transparence, un peu plus d'unicité, qui simplifierait sûrement notre système qui est très compliqué, avec plein de régimes. Mais par rapport à la question clé de l'allongement de la vie active, par rapport à l'espérance de vie qui va augmenter encore, eh bien, il ne résout rien. On est confronté au même problème. Donc je pense que ce qui est clé, et je pense que ce que le gouvernement actuel devrait faire, et ça serait une première pour un gouvernement de gauche, donc on voit bien le poids que ça pourrait avoir, ça viendrait évidemment en complément, et c'est une façon pour avoir vraiment un vrai consensus social dans ce pays, ce qu'on n'a jamais eu sur le système de la retraite, sur la réforme de la retraite. Donc un gouvernement qui dirait aux Français qu'il faut travailler plus longtemps pour maintenir son niveau de vie, quitte évidemment à certains choisir de partir avant par un système effectivement de décote, qui est déjà institué, mais en tout cas d'indiquer que le cap est l'augmentation de l'âge de la retraite et que le bon instrument, contrairement à la réforme de 2010, c'est l'augmentation de la durée de cotisation qui permet effectivement de le faire dans une certaine équité
eh bien, c'est un gouvernement effectivement qui nous aiderait, qui aiderait la France eh bien, à franchir, et par rapport à la question que vous posiez au début, savoir est-ce qu'on aurait toujours ces réformes permanentes. Donc il faut effectivement accélérer le mouvement, augmenter la durée de cotisation, je pense, à un rythme beaucoup plus rapide que qu'elle est prévue dans la loi actuelle depuis 2003. Et effectivement passer à un horizon 2025 autour de 44 années de durée de cotisation. Pourquoi pas revenir sur effectivement l'âge légal? Je pense que l'âge légal passé à 62 ans, finalement, qui a été un peu détricoté pour des raisons d'équité à juste titre par le gouvernement Ayrault, finalement de remettre les choses à plat, revenir à 60 ans pour tous, mettrait un peu plus de transparence. Il n'y aurait pas deux régimes dans le système de retraite, ceux qui commencent tôt. Non, finalement, chacun pourrait choisir avec un système de décote sur code très clair. Et donc, on aura une marge effectivement de choix entre 60 et 70 ans, avec des droits à la retraite qui seraient différents en fonction de la durée de cotisation effective. Donc ça serait un système effectivement qui irait dans le bon sens et qui permettrait effectivement, je crois, de financer à terme et à moyen et long terme le système de retraite. C'est un point important parce qu'il ne faut pas, je crois, continuer dans la baisse des pensions. On voit qu'on a baissé en désindexant le niveau des pensions par rapport au salaire. La réforme, la dernière réforme, parce que justement ce qui s'est passé dans le régime complémentaire avec la désindexation par rapport à l'inflation, là, ce n'est pas une baisse relative, c'est une baisse absolue du pouvoir d'achat des pensions. Ça, c'est quelque chose, une tendance qui remet en cause, je dirais, tous les efforts de la France pour d'assurer un niveau de retraite satisfaisant dans le système de protection sociale. Donc c'est un point essentiel, il ne faut pas le remettre en cause. Donc je pense que la seule voie possible, c'est effectivement l'augmentation de la durée de cotisation, d'annoncer un cap très clair et que le gouvernement socialiste, pour la première fois, eh bien, s'engage sur cette voie. Jean-Olivier Ayrault, merci. Merci beaucoup.